Le quartier de la Défense s'éveillait lentement sous les premières lueurs de l'aube, les bâtiments de verre et d'acier reflétant un ciel qui passait graduellement d'un pourpre profond à de douces nuances de rose et d'oranger. Les rues, qui seraient bientôt engorgées par un trafic matinal intense, jouissaient encore d'un calme presque surréel. Jean-Luc Moreau observait la métamorphose de la ville à travers les vitres teintées de son Range Rover, tandis que le véhicule glissait silencieusement sur l'asphalte encore humide de la pluie nocturne. Ses doigts tambourinaient distraitement sur le volant en cuir italien, suivant le rythme d'une chanson qui n'existait que dans sa mémoire, une berceuse que sa mère lui chantait avant que la vie ne la brise en tant de morceaux, que même l'amour d'un enfant ne suffisait plus à la réparer. À 28 ans, Jean-Luc portait le poids de ses réussites avec une élégance étudiée. Son costume Brioni sur mesure dissimulait un physique rigoureusement entretenu, non par vanité, mais par un besoin presque obsessionnel de contrôle sur son corps, son esprit, son destin. Ses yeux verts, que les magazines d'affaires décrivaient habituellement comme perçants ou calculateurs, recelaient une profondeur que peu parvenaient vraiment à sonder. La montre Patek Philippe à son poignet indiquait 6h43. Il avait encore le temps, avant la réunion du conseil d'administration, assez de temps pour son rituel matinal. Un café soigneusement préparé au Café des Arts, une brève promenade dans le jardin suspendu de son bureau, peut-être même quelques minutes de méditation, une habitude que son thérapeute jugeait essentielle pour tenir les cauchemars à distance. Les cauchemars, ils étaient revenus la nuit précédente, plus vifs que jamais. Dans le rêve, il avait de nouveau 8 ans. L'odeur de whisky bon marché emplissait l'air du petit appartement où il avait grandi. La voix d'Henri, son beau-père, résonnait à travers les murs fins. Chaque mot, une promesse de violence. Le son métallique des pièces de monnaie tombant du matelas où il essayait de les cacher. Un klaxon lointain le ramena au présent. Le feu devant lui était rouge. Jean-Luc prit une profonde inspiration, ajustant sa posture. Ses yeux balayèrent automatiquement les rétroviseurs, une autre vieille habitude née d'années à vivre dans un état d'alerte constant. C'est alors qu'il les vit. Au début, il crut à une hallucination provoquée par la fatigue, 2 petites silhouettes se déplaçant entre les voitures arrêtées comme des fantômes de l'aube. Il cligna des yeux plusieurs fois, mais la vision persista. C'étaient 2 filles, des jumelles identiques. Elles ne pouvaient pas avoir plus de 5 ou 6 ans. Leurs robes, qui avaient manifestement connu des jours meilleurs, étaient tachées et déchirées sur les bords. Leurs cheveux blonds, non coupés et emmêlés, encadraient des visages qui semblaient sculptés par la faim elle-même, des joues trop creuses, des yeux trop grands, comme si leur corps avait été forcé de consommer sa propre enfance juste pour survivre. L'une d'elles, celle qui semblait porter un poids invisible sur ses épaules, tenait une boîte de conserve rouillée où quelques pièces cliquetaient tristement. L'autre restait un demi-pas en arrière, comme une ombre effrayée, ses yeux constamment en mouvement, comme si elle s'attendait à ce que le danger surgisse de n'importe où, à n'importe quel moment. Jean-Luc sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine, une vieille douleur familière, comme une cicatrice qui ne guérit jamais complètement. Ses mains agrippèrent le volant assez fort pour que ses jointures blanchissent. « Monsieur ?» La voix était si fragile que pendant un instant, il crut l'avoir imaginée. « Pouvez-vous nous aider ?» La jumelle à la boîte de conserve était maintenant à côté de sa fenêtre. Vue de près, elle paraissait encore plus petite, encore plus fragile. Ses immenses yeux bleus, dans un visage bien trop petit, contenaient un mélange déconcertant de peur et d'espoir. « Quels sont vos noms ?» demanda-t-il, gardant sa voix douce, contrôlée, comme s'il parlait à un animal sauvage, effrayé. « Émilie » répondit celle qui tenait la boîte, puis, après une hésitation presque imperceptible, « Et elle, c'est Olivia. » Olivia. Émilie. Les noms semblaient incongrument délicats pour des enfants qui connaissaient manifestement le côté sombre de la vie. Jean-Luc remarqua comment Émilie se positionnait légèrement devant sa sœur, comme un bouclier humain miniature, la façon dont Olivia se recroquevillait au moindre son,
l'échymose jaunâtre le long du bras maigre d'Olivia, partiellement couverte par la manche déchirée de sa robe. Ses yeux, entraînés par des années de négociations, relevèrent d'autres détails. Comment toutes deux gardaient les épaules tendues, prêtes à fuir au premier signe de menace, comment leurs yeux scrutaient constamment au-delà des voitures, comme si elles craignaient que quelqu'un les observe, les suive. Leur regard guida celui de Jean-Luc. Il le vit. Un homme appuyé contre un lampadaire lointain, à moitié caché par les ombres persistantes de l'aube. Même à cette distance, sa posture hostile était claire. Une bouteille pendait mollement de sa main, son t-shirt taché et son jean usé racontaient une histoire de négligence et de déchéance. Mais c'étaient ses yeux qui retinrent l'attention de Jean-Luc, vitreux, injectés de sang, fixés sur les filles avec une intensité prédatrice qui fit bouillir son sang. « Avez-vous faim » demanda-t-il, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Les jumelles échangèrent un regard rapide, une de ces communications silencieuses que seules les jumelles semblent capables de partager. Émilie hocha timidement la tête, ses doigts agrippant plus fort la boîte de conserve. « Quand avez-vous mangé quelque chose de vrai pour la dernière fois ?»« Robert nous a apporté du pain hier, » murmura Émilie, sa voix se rétrécissant à la mention du nom. Olivia tressaillit visiblement, comme si le simple son du nom suffisait à la blesser. Jean-Luc sentit une vague de rage si intense qu'il dut prendre plusieurs respirations profondes pour garder le contrôle. Il reconnaissait cette réaction. Il connaissait cette peur viscérale qui fait reculer tout le corps au son d'un nom. Henri avait laissé le même genre de marque sur lui. D'autres klaxons retentirent à l'extérieur, le feu était repassé au vert. Jean-Luc alluma les feux de détresse et gara la voiture sur le bas-côté, ignorant les gestes agacés des autres conducteurs. « Écoutez, dit-il, gardant sa voix ferme mais bienveillante. Je sais que vous n'êtes pas censés accepter l'aide d'inconnus, mais j'habite tout près, dans une grande maison. Ma femme est là-bas, elle est enceinte. Elle est probablement en train de préparer un délicieux petit déjeuner. Vous pourrez prendre un bain chaud, un vrai repas. Vous reposez. » L'offre flotta dans l'air comme une bulle de savon, fragile, délicate, pleine de possibilités. Les jumelles échangèrent à nouveau des regards, et Jean-Luc pouvait presque voir les pensées qui les traversaient. Peur, méfiance, espoir, une faim qui allait bien au-delà du physique. « Robert va être en colère, » dit Olivia pour la première fois, sa voix si basse que c'en était presque un soupir. Jean-Luc regarda de nouveau l'homme près du lampadaire. Robert avait avancé de quelques pas, sa posture tendue comme un prédateur sur le point de frapper. Même de loin, la colère dans ses yeux était palpable. « Il ne vous fera plus de mal, » promit Jean-Luc, et il y avait quelque chose dans sa voix, une certitude absolue née de ses propres cicatrices qui fit croire les filles. Jamais plus. L'instant qui suivit sembla s'étirer à l'infini. Émilie serra la main d'Olivia, leurs petits doigts entrelacés comme les branches d'un jeune arbre cherchant la force contre la tempête. Puis, avec un courage qui brisa le cœur de Jean-Luc, elle hocha la tête. « D'accord. » Jean-Luc sortit rapidement de la voiture, se déplaçant délibérément, lentement et calmement pour ne pas les effrayer. Il ouvrit la portière arrière, observant Émilie guider Olivia à l'intérieur, ne lâchant jamais sa main. L'intérieur luxueux de la voiture semblait absurdement opulent à côté de leurs vêtements miteux. Le Range Rover s'éloigna en douceur du feu de circulation, ne laissant derrière lui que la poussière du matin et une silhouette furieuse et solitaire sur le trottoir. Sur la banquette arrière, les jumelles se cramponnaient l'une à l'autre en silence, comme des naufragés s'accrochant à un morceau de bois flotté dans un océan déchaîné. À travers le rétroviseur, Jean-Luc observait chacune de leurs réactions, comment leurs yeux s'écarquillaient devant chaque bâtiment de plus en plus imposant qu'ils dépassaient, la façon dont leurs petites mains se serraient plus fort à chaque virage, le mélange de peur et de fascination sur leur visage, lorsque la voiture passa enfin les grilles en fer forgé ouvragées de sa propriété. Le jardin du château, méticuleusement entretenu par une équipe de paysagistes, scintillait encore de la rosée du matin. Une fontaine en marbre italien murmurait doucement au centre de l'allée circulaire.
ses eaux cristallines miroitant sous le soleil désormais plus vif. Des rosiers grimpants en pleine floraison couvraient une partie de la façade géorgienne, leurs teintes roses et rouges créant un contraste spectaculaire avec la pierre claire. Sophie était à la porte avant même que le moteur ne se soit complètement arrêté. Sa robe à fleurs flottait doucement autour de sa silhouette enceinte de 8 mois et ses cheveux roux s'échappaient d'un chignon fait à la hâte, formant un halo doré autour de son visage dans la lumière du matin. Ses yeux verts, si semblables à ceux de Jean-Luc, s'écarquillèrent légèrement à la vue des petites silhouettes qui sortaient timidement de la voiture. Pendant un instant, personne ne bougea. Les seuls sons étaient le doux murmure de la fontaine et le chant occasionnel d'un oiseau dans les arbres voisins. Sophie regarda de Jean-Luc aux filles, puis de nouveau à Jean-Luc, une conversation silencieuse passant entre eux. Puis, comme si elle avait pris une décision, son visage s'illumina d'un sourire accueillant. « Salut !» dit-elle doucement, sa voix portant un doux accent du Sud que des années dans la haute société n'avaient pas complètement effacé. « Vous devez avoir faim. Je viens de faire des crêpes avec du sirop de chocolat et des fraises fraîches. Voulez-vous essayer ?» Les estomacs des filles répondirent avant leur bouche, provoquant un petit rire nerveux de la part d'Émilie. Même Olivia, encore à moitié cachée derrière sa sœur, offrit un timide sourire. Sophie tendit la main à Émilie qui, après un moment d'hésitation, l'accepta. Olivia suivit, s'accrochant toujours à sa sœur, ses grands yeux absorbant chaque détail de cet endroit qui ressemblait à un conte de fées. Jean-Luc les regarda entrer, leurs petits pas hésitants, laissant des empreintes invisibles sur le sol en marbre immaculé. Sophie leur parlait déjà doucement, sa voix douce résonnant dans le hall d'entrée, expliquant les crêpes, leur demandant si elles aimaient le chocolat, promettant de leur montrer leur chambre après le petit déjeuner. Il resta dehors un instant, respirant l'air frais du matin, laissant la réalité de ce qu'il venait de faire s'installer dans son esprit. Son téléphone pesait lourdement dans la poche de sa veste. Il y avait de nombreux appels à passer. Ses avocats devraient être informés, les services sociaux contactés, la sécurité renforcée. Il savait que ce qu'il faisait était techniquement illégal, mais il y avait des moments où la loi et la justice prenaient des chemins différents. De la cuisine, il pouvait entendre la voix douce de Sophie se mêler au cliquetis des couverts. Puis, de manière inattendue, un rire. Un petit rire hésitant, mais indéniablement réel. Ce son était si pur, si surprenant, qu'il brisa et reconstruisit quelque chose en Jean-Luc en même temps. Alors qu'il composait le premier numéro sur son téléphone, ses yeux balayèrent instinctivement les grilles lointaines. Quelque part là-bas, il savait que Robert observait, planifiait. Mais pour la première fois depuis longtemps, Jean-Luc ne ressentit aucune peur. Il avait assez de pouvoir maintenant pour faire une différence, pour empêcher l'histoire de se répéter. Le soleil illuminait maintenant pleinement le jardin, ses rayons dorés chassant les dernières ombres de l'aube. Dans la cuisine, il pouvait entendre Sophie expliquer patiemment aux filles comment verser juste la bonne quantité de sirop de chocolat sur leurs crêpes. Une tâche si simple, si ordinaire, et pourtant chargée d'une signification profonde. Le premier pas vers une nouvelle vie. Un autre rire retentit, plus confiant cette fois, suivi de la voix douce de Sophie. Jean-Luc sentit quelque chose de chaud et de lourd dans sa poitrine. Ces filles méritaient plus que de simplement survivre, elles méritaient de vivre. Et il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour s'en assurer. La journée ne faisait que commencer, et avec elle, une nouvelle histoire était sur le point de se dérouler. Une histoire de rédemption, de seconde chance, et de vieilles cicatrices qui, peut-être, pourraient enfin vraiment commencer à guérir. En se dirigeant vers la maison, Jean-Luc pensa à sa mère, à la façon dont elle disait que parfois les anges apparaissent dans les endroits les plus improbables. Ce matin-là, à un simple feu de circulation dans le quartier de la Défense, il comprit enfin ce qu'elle voulait dire. L'ascenseur privé de la tour Moreau montait silencieusement à travers les 60 étages du gratte-ciel. Jean-Luc regarda son reflet déformé dans le panneau chromé, remarquant de petites taches de chocolat sur les manches de son costume italien, trace du petit déjeuner improvisé avec les jumelles.
Émilie avait renversé le sirop de chocolat en essayant de le passer à Olivia, ses petites mains tremblant sous le poids du récipient. Ce moment de normalité presque domestique semblait maintenant surréaliste, comme un rêve se dissolvant sous la lumière froide de la réalité de l'entreprise. Son téléphone vibra dans sa poche pour la 10e fois ce matin-là. Un autre message de son assistante lui rappelant la réunion des actionnaires. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement sur son bureau attique. La vue panoramique de la ville s'étendait à travers des baies vitrées du sol au plafond, mais Jean-Luc la remarqua à peine. Ses pensées étaient tournées vers les 2 petites silhouettes qu'il avait laissées à son château et vers l'homme qui les cherchait sûrement. Monsieur Moreau, Chloé, son assistante de direction depuis 5 ans, attendait déjà avec une pile de documents et son expression habituelle d'efficacité professionnelle. Le conseil d'administration est réuni dans la salle de conférence. Ils attendent depuis 20 minutes. Jean-Luc hocha distraitement la tête, posant sa mallette sur le bureau massif en acajou. « Chloé, j'ai besoin que vous passiez des appels urgents. Contactez les services sociaux de l'État. Je veux aussi parler à notre service juridique et... »« Monsieur, » l'interrompit doucement Chloé, « le Conseil discute de la fusion avec TechCore. C'est la réunion la plus importante du trimestre. » Jean-Luc ferma les yeux un instant, sentant le poids de ses responsabilités d'entreprise entrer en collision avec sa récente décision personnelle. La fusion avec TechCore était un accord de 2,3 milliards de dollars. Des centaines d'emplois dépendaient de son succès. « 5 minutes, dit-il finalement, donnez-moi 5 minutes, et je serai là. » Dès que Chloé fut partie, Jean-Luc attrapa le téléphone et composa le numéro des services sociaux. Après 15 minutes de transferts et de musique d'attente, il atteignit enfin une représentante qui semblait plus intéressée par sa pause déjeuner que par le cas de 2 enfants en danger. « Monsieur, nous avons besoin d'un rapport formel. Il y a des procédures à suivre. Êtes-vous un parent des mineurs? Avez-vous des documents pour elles? Nous avons besoin de preuves concrètes d'abus. » La voix monotone de la représentante fut interrompue par un autre message urgent de Chloé. Le conseil d'administration s'impatientait. Jean-Luc raccrocha, frustré. Dans son esprit, des flashs du matin se mêlaient aux préoccupations présentes. L'ecchymose sur le bras d'Olivia, Émilie se plaçant protectricement devant sa sœur, la peur dans leurs yeux au moindre bruit. Jean-Luc, Pierre Chêne, son directeur financier, appela depuis l'embrasure de la porte. « Tout va bien? Le conseil est conseil. »« J'arrive !» répondit Jean-Luc en se levant et en ajustant sa cravate. La salle de conférence était bondée. 15 des cadres les plus puissants du pays attendaient sa présentation sur la fusion. Des écrans affichaient des graphiques, des projections financières, des analyses de marché. Jean-Luc commença sa présentation automatiquement, des années d'expérience permettant aux mots de couler, même si son esprit vagabondait. Comme vous pouvez le voir sur la diapositive 23, la synergie entre nos entreprises. Robert va être en colère. La voix douce d'Olivia résonna dans son esprit. Entraînera des économies de coûts projetées de 140 millions la première année. Le regard prédateur de Robert observant les filles de l'autre côté de la rue. Et notre part de marché augmentera de manière significative. Émilie agrippant la boîte de conserve rouillée avec ses petites mains tremblantes. La voix de Pierre Chêne le ramena à la réalité. « Ça va? Tu sembles distrait. » Jean-Luc réalisa qu'il s'était arrêté de parler en plein milieu d'une phrase. 15 paires d'yeux le regardaient avec des expressions allant de l'inquiétude à l'irritation. « Désolé, se reprit-il rapidement, comme je le disais. » La réunion s'éternisa pendant 3 heures. Quand elle se termina enfin, Jean-Luc se précipita vers son bureau, ignorant les regards curieux de ses cadres. Il vérifia son téléphone, 15 appels manqués de ses avocats et un message de l'équipe de sécurité. « Chloé » appela-t-il, mais son assistante entrait déjà avec une autre pile de documents. « Monsieur, le service juridique est en ligne. Nous avons une vidéoconférence avec Tokyo dans 20 minutes. Et... »« Annulez tout » ordonna Jean-Luc, se surprenant lui-même. « Reportez mon agenda à demain. »« Mais monsieur, la fusion !»« Demain » répéta-t-il fermement. « Il y a quelque chose de plus important que je dois gérer aujourd'hui. »
En rassemblant ses affaires, Jean-Luc ne remarqua pas les regards échangés entre ses employés, ni les chuchotements qui se propagèrent dans les couloirs au sujet de son comportement inhabituel. Son esprit était uniquement concentré sur le retour à la maison, sur la certitude que les jumelles étaient en sécurité. Mais pendant que Jean-Luc gérait ses soucis au sommet de sa tour d'entreprise, dans un quartier moins aisé de la ville, Robert sortait en titubant d'un bar miteux, ses yeux injectés de sang, fixés en direction du quartier où il avait vu le Range Rover disparaître ce matin-là. Avec une bouteille de whisky bon marché dans une main et une haine croissante dans le cœur, il entreprit sa marche déterminée. Il ne serait pas difficile de découvrir où ce genre de voiture s'était arrêté. Et quand il le trouverait, eh bien, Robert avait toujours su comment gérer les gens qui essayaient de prendre ce qui était à lui. Le soleil de l'après-midi commença à décliner vers l'horizon, projetant des ombres allongées entre les gratte-ciel. Dans son bureau, Jean-Luc réussit enfin à joindre ses avocats. Des mots comme « garde temporaire » et « ordonnance restrictive » flottaient dans la pièce climatisée, se mêlant à l'arôme de café cher et à la gravité des décisions qui allaient changer plusieurs vies pour toujours. La journée de travail au bureau touchait à sa fin, mais la vraie bataille ne faisait que commencer. Sophie regardait les jumelles picorer timidement les derniers morceaux de crêpes dans leurs assiettes. La cuisine, normalement un lieu de solitude silencieuse le matin, était maintenant remplie du doux cliquetis des couverts et des chuchotements occasionnels échangés entre les filles. Émilie, la plus courageuse des deux, jetait parfois des regards curieux à Sophie, tandis qu'Olivia gardait les yeux sur son assiette, comme si elle avait peur que la nourriture disparaisse si elle détournait le regard. Une légère contraction fit bouger Sophie sur sa chaise. Enceinte de 8 mois, son corps lui rappelait constamment les changements à venir. Mais à ce moment-là, toute son attention était portée sur les 2 petites silhouettes en face d'elle. « Voulez-vous un bain chaud ?» demanda-t-elle doucement, remarquant les taches sombres sur des robes qui avaient dû être blanches un jour. « J'ai des vêtements propres qui pourraient vous aller. » Les jumelles échangèrent un regard rapide, cette communication silencieuse que Sophie commençait déjà à reconnaître. Émilie hocha timidement la tête, tandis qu'Olivia agrippait le bord de la table avec ses petits doigts. « Ça pourrait être un bain dans une baignoire, » ajouta Sophie avec un doux sourire. « J'ai même des canards en caoutchouc. » La mention des canards fit apparaître le premier vrai sourire d'Olivia depuis leur arrivée. Il était petit, presque imperceptible, mais il était là. La salle de bain principale de la suite parentale était plus grande que de nombreux appartements. Une baignoire victorienne sur pied dominait l'espace, ses robinets dorés brillants sous la lumière naturelle qui filtrait par de hautes fenêtres. Sophie fit couler l'eau, testant la température sur son poignet, comme sa mère le lui avait appris. « Pour les bébés, c'est chaud, mais pas trop », expliqua-t-elle en versant une généreuse quantité de bain moussant parfumé à la lavande. « Vous pouvez entrer toutes les 2 ensemble, si vous voulez. » Encore cet échange de regards. Émilie accepta d'un signe de tête, mais quand Sophie s'approcha pour les aider avec leurs vêtements, les 2 filles tressaillirent instinctivement. « C'est bon. » Sophie recula, gardant sa voix calme malgré la douleur qu'elle ressentait face à leur réaction. « Vous pouvez vous déshabiller toute seule. Je resterai juste à côté, au cas où vous auriez besoin d'aide. » Alors que les filles retiraient maladroitement leurs robes sales, Sophie dut étouffer un hoquet d'horreur. Leur petit corps racontait une histoire de négligence et de cruauté qu'aucun mot ne pouvait entièrement décrire. Des ecchymoses de différents stades couvraient leur peau pâle, certaines récentes, violettes et enflées, d'autres jaunies et s'estompant lentement. Sur leur dos, de fines marques longues suggéraient des coups de ceinture. Olivia avait une cicatrice particulièrement inquiétante près de son épaule droite, comme si quelque chose de chaud avait été pressé contre sa peau. Sophie sentit son estomac se nouer, et ce n'était pas seulement la grossesse. Les jumelles entrèrent ensemble dans la baignoire, portant encore leurs sous-vêtements. Leurs mouvements étaient prudents, comme des animaux sauvages, s'approchant d'une eau inconnue. Mais une fois qu'elles sentirent la chaleur réconfortante des bulles parfumées, quelque chose dans leur posture commença à se détendre. Sophie prit un canard en caoutchouc jaune et le posa délicatement dans l'eau.
« Voici Monsieur Coin-Coin », présenta-t-elle d'une voix légèrement enjouée. « Il adore se faire de nouveaux amis. » Émilie fut la première à toucher le jouet, ses doigts effleurant timidement la surface en plastique. Quand le canard fit son coin-coin caractéristique, les deux filles sursautèrent un peu, puis laissèrent échapper des gloussements nerveux. « Y en a d'autres » demanda Olivia si doucement que Sophie faillit ne pas l'entendre. « Bien sûr » répondit joyeusement Sophie en attrapant un panier à proximité. « Nous avons toute une famille de canards. Voici Madame Coin-Coin et voici les bébés canards. » Progressivement, avec les bulles et les canards en caoutchouc, les filles commencèrent à s'ouvrir. Sophie aida à laver leurs cheveux avec du shampoing à la fraise, en prenant soin de ne pas mettre de mousse dans leurs yeux. Alors que ses mains douces massaient leur cuir chevelu, elle pouvait sentir les nœuds, à la fois dans leurs cheveux et dans la tension que leur petit corps portait. « Ma maman faisait ça », murmura soudain Émilie, les yeux fermés, pendant que Sophie lui rinçait les cheveux. « Avant ?» La phrase resta en suspens, lourde de sens inexprimé. Sophie attendit, continuant ses gestes doux, donnant à la fille l'espace de continuer si elle le voulait. « Avant Robert », finit Olivia, la voix tremblante. Sophie sentit une autre contraction, plus forte cette fois, mais garda son visage calme. « Vous vous souvenez de votre mère ?» Émilie hocha la tête distraitement, jouant avec l'un des canards. Elle nous chantait des chansons avant de dormir. Mais après son départ à l'hôpital, Robert a dit qu'elle ne reviendrait pas. Olivia interrompit, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Il a dit qu'elle ne voulait plus de nous. Le cœur de Sophie se serra. Instinctivement, elle se pencha en avant, ignorant l'inconfort dans son dos, et essuya doucement les larmes d'Olivia avec le bord d'une serviette. Parfois, commença-t-elle doucement, choisissant ses mots avec soin. Les adultes disent des choses qui ne sont pas vraies, surtout les adultes qui font du mal aux enfants. Ça ne les rend pas justes, ça les rend doublement mauvais. Les jumelles la regardèrent avec une intensité qui lui brisa le cœur. Il y avait tant de douleur dans ses jeunes yeux, tant de compréhension précoce du côté sombre de la vie. Maintenant, continua Sophie en forçant un ton plus léger dans sa voix, que diriez-vous de vider cette eau qui devient froide et de vous mettre dans des vêtements propres et chauds? Après leur bain, vêtus de pyjamas doux que Sophie avait achetés pour faire un don et, pour une raison quelconque, n'avait jamais fait, les jumelles avaient l'air différentes. Leurs cheveux propres et démêlés encadrèrent leurs visages, comme des halos dorés, et il y avait une douceur dans leurs expressions qui n'était pas là auparavant. Dans la cuisine, Sophie commença à préparer le déjeuner, déterminée à offrir quelque chose de plus substantiel que des crêpes. Pendant qu'elle coupait des légumes pour une soupe nutritive, elle gardait un œil sur les filles, qui étaient maintenant assises sur les tabourets de l'îlot de cuisine, observant chacun de ses mouvements avec fascination. « Voulez-vous m'aider » demanda-t-elle, en plaçant des carottes et une planche à découper devant elle. « Vous pouvez trier les morceaux de carottes en piles égales. » C'était une tâche simple, mais les filles s'y attelèrent avec un sérieux touchant. Émilie arrangea les carottes méthodiquement, tandis qu'Olivia comptait les morceaux à voix basse, s'assurant que chaque pile avait le même nombre. « Maman nous laissait l'aider aussi », commenta Émilie, après quelques minutes de silence concentré. Elle faisait de la soupe quand il faisait froid. « Vraiment » l'encouragea doucement Sophie. « Quelle était votre soupe préférée ?»« La soupe de potiron », répondirent-elles à l'unisson, puis se regardèrent, surprises, avant d'éclater de rire. L'après-midi se déroula à un rythme doux, marqué par de petits moments de découverte et de connexion. Sophie apprit aux filles à faire des biscuits au beurre simple, riant lorsqu'elles se couvrirent de farine. Elle leur montra le jardin arrière, où une balançoire double suspendue à un chêne centenaire les fit haleter d'admiration. En les regardant utiliser timidement les balançoires, leur rire se mêlant au chant des oiseaux, Sophie sentit une autre contraction, plus forte que la précédente. Elle vérifia sa montre. Elles étaient régulières maintenant, mais encore trop espacées pour être alarmantes. De plus, son médecin l'avait prévenu que les fausses contractions étaient courantes à ce stade de la grossesse. Le soleil commençant à se coucher, Sophie décida qu'il était temps de préparer les filles pour le lit.
Elle les conduisit dans l'une des chambres d'amis, la plus proche de la suite parentale, décorée dans des tons de bleu et de crème doux. « Waouh !» murmura Émilie, en voyant les 2 lits jumeaux avec des couettes moelleuses et des oreillers douillets. « Tout ça est pour nous ?»« Tout pour vous, » confirma Sophie, les aidant à monter dans le lit. « Et demain, on pourra choisir des couleurs différentes, si vous voulez. On peut faire en sorte que cette chambre vous ressemble plus. » En les bordant, Sophie remarqua à quel point elle semblait petite dans ces grands lits, comme de minuscules oiseaux tombés du nid. Olivia serrait un canard en caoutchouc que Sophie l'avait laissé garder, tandis qu'Émilie gardait une main tendue à travers l'espace entre les lits, tenant la main de sa sœur. « Voulez-vous que je vous lise une histoire ?» offrit Sophie, remarquant une étagère de livres pour enfants dans le coin, des restes de sa propre enfance que sa mère avait envoyés quand elle avait appris que Sophie était enceinte. Les filles hochèrent la tête avec empressement. Sophie choisit Max et les Maxi-monstres, une histoire sur les peurs, le courage et le pouvoir de l'amour inconditionnel. En lisant, sa voix douce remplissant la pièce de magie et de possibilités, elle regarda les paupières des filles devenir de plus en plus lourdes. À la fin de l'histoire, toutes 2 étaient presque endormies. Sophie leur embrassa doucement le front, surprise de la naturalité du geste. « Bonne nuit, mes petites » chuchota-t-elle en se dirigeant vers la porte. Sophie, la voix endormie d'Olivia, la fit s'arrêter. « Tu seras là quand on se réveillera ?» La question, si simple mais si chargée de sens, fit se serrer quelque chose à l'intérieur de Sophie, et cette fois, ce n'était pas une contraction. « Je te le promets, » répondit-elle fermement. « Maintenant, dormez. Vous êtes en sécurité ici. » Laissant la porte entr'ouverte et une douce lumière allumée dans le couloir, Sophie se dirigea vers sa propre chambre. Une autre contraction la fit s'arrêter, plus forte que les précédentes. Peut-être devrait-elle appeler Jean-Luc, juste pour être sûre. C'est alors qu'elle remarqua un mouvement dans le jardin à travers la fenêtre du couloir. Elle vit une ombre se déplacer parmi les arbres lointains, au-delà de la limite de la propriété. Pendant un instant, son cœur s'arrêta. La silhouette titubante d'un homme apparut brièvement sous l'un des lampadaires du jardin avant de disparaître à nouveau dans les ombres. Même de loin, il y avait quelque chose de troublant familier dans ses mouvements erratiques. Sophie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Instinctivement, une main se posa sur son ventre, tandis que l'autre cherchait à tâtons son téléphone. Mais avant qu'elle ne puisse composer un numéro, une autre contraction, plus forte que toutes les autres, la fit haleter. Dans la chambre voisine, les jumelles dormaient paisiblement, inconscientes de l'ombre qui s'approchait dans l'obscurité. La nuit ne faisait que commencer, et avec elle, une obscurité bien plus profonde était sur le point d'engloutir le château des Moreau. Sophie prit une profonde inspiration, se forçant à rester calme. Elle devait être forte maintenant, pour elle, pour son bébé, pour eux tous. La dernière lueur du jour s'évanouit finalement à l'horizon, ne laissant que les ombres dansantes des arbustes du jardin, où une silhouette solitaire attendait patiemment, sa rage grandissant à chaque gorgée de la bouteille presque vide dans sa main. Le bruit de verre brisé résonna dans le château comme un coup de feu dans la nuit. Sophie, qui se trouvait dans le couloir du 2e étage, essayant de contrôler une autre contraction, se figea. Pendant un terrible instant, le silence qui suivit parut encore plus effrayant que le bruit. Puis elle l'entendit, des pas lourds et irréguliers, le grattement de meubles, une respiration rauque et ivre. Où sont-elles? La voix rude et furieuse se répercuta sur les murs. « Je sais qu'elles sont ici. » Le cœur de Sophie s'emballa, ses mains se posèrent instinctivement sur son ventre où son bébé bougeait sans repos, comme s'il sentait le danger. Elle reconnut cette voix. C'était la même qui avait fait reculer Olivia à la mention de Robert plus tôt. « Émilie! Olivia !» Le cri fut suivi du bruit de quelque chose de lourd qui était renversé en bas. Sophie se déplaça silencieusement vers la chambre des jumelles, ou là où elles auraient dû dormir. Les lits étaient vides, les draps jetés de côté. Pendant un moment de panique, elle pensa que Robert les avait déjà trouvés. Mais ensuite, elle remarqua la porte du placard légèrement ouverte. « Les filles !» chuchota-t-elle en s'approchant avec précaution.
2 paires d'yeux terrifiés brillaient dans l'obscurité du placard. Les jumelles étaient blotties l'une contre l'autre, tremblantes. Olivia serrait encore le canard en caoutchouc si fort que ses jointures étaient en blanche. « Restez ici », ordonna Sophie, sa voix ferme malgré la peur qui menaçait de l'étouffer. « Ne faites pas de bruit, quoi qu'il arrive. Je vous promets que je ne le laisserai pas vous faire de mal. » D'autres bruits de destruction montèrent du rez-de-chaussée. Sophie ferma la porte du placard puis, par impulsion, traîna silencieusement la lourde commode devant. Cela n'arrêterait pas complètement Robert s'il atteignait la pièce, mais cela achèterait aux filles quelques précieuses secondes supplémentaires. Une autre contraction la frappa, si forte qu'elle dut s'appuyer contre le mur. Ce n'était pas le moment pour ça, pas maintenant. Je sais que vous êtes là. La voix de Robert était plus proche maintenant, le son de pas dans les escaliers. Sophie prit une profonde inspiration et sortit dans le couloir, fermant la porte de la chambre derrière elle. Ses yeux balayèrent le corridor, évaluant ses options. Un téléphone, elle devait appeler à l'aide, mais son portable était dans la chambre principale, de l'autre côté du couloir. Avant qu'elle ne puisse bouger, Robert apparut en haut des escaliers. Même dans la pénombre, il était une vision terrifiante. Grand et costaud, il titubait légèrement, une bouteille presque vide pendant d'une main. Son visage était déformé en un masque de rage alcoolique et il y avait des taches sombres sur son t-shirt, du sang provenant probablement des coupures causées en brisant la fenêtre. « Où sont-elles, hein » gronda-t-il en s'approchant. « Ces gamines sont à moi. » Sophie leva le menton, se forçant à paraître plus calme qu'elle ne l'était. « Sortez de ma maison maintenant, ou j'appelle la police. » Robert rit, un son rauque et cruel qui hérissa les poils sur la nuque de Sophie. « La police ? Tu crois que j'ai peur de la police ?» Il fit un autre pas en avant, la puanteur d'alcool et de sueur l'atteignant. « Ces filles m'appartiennent. Un juge m'a donné la garde, c'est la loi. »« Ce sont des enfants, » rétorqua Sophie, la voix tremblante de colère. « Pas des biens. Et vous ne les toucherez plus jamais. » Le sourire de Robert disparut, remplacé par quelque chose de bien plus dangereux. « Pour qui te prends-tu? Sale riche prétentieuse, tu crois que tu peux voler ce qui est à moi ?» Il se jeta soudainement en avant, plus vite que son état d'ébriété ne le laissait supposer. Sophie essaya d'esquiver, mais une autre contraction la prit au dépourvu. La main de Robert attrapa son bras avec une force brutale. « Où sont-elles » hurla-t-il à son visage, la secouant. Sophie se sentit nauséeuse à cause de l'odeur d'alcool sur son haleine. « Lâchez-moi !» Elle essaya de se libérer, mais Robert la projeta violemment contre le mur. Sa tête heurta le placo-plâtre assez fort pour faire danser des étoiles devant ses yeux. Une douleur aiguë lui traversa le dos. « Dernière chance !» rugit Robert, son visage à quelques centimètres du sien. « Où sont les filles ?» Sophie lui cracha au visage. Pendant un instant, Robert parut stupéfait. Puis, avec un rugissement de colère, il la jeta au sol. Sophie réussit à protéger partiellement son ventre dans sa chute, mais elle sentit tout de même l'impact se répercuter dans tout son corps. « Je les trouverai moi-même » marmonna Robert en la frappant d'un coup de pied en passant. « Et quand je les trouverai ?» Sophie ravala un cri de douleur. À travers la brume d'agonie qui menaçait de l'engloutir, elle vit Robert commencer à vérifier les portes le long du couloir, les ouvrant d'un coup de pied violent, une par une. Non, elle ne pouvait pas le laisser atteindre les filles. Ignorant la douleur cuisante dans son dos et la contraction qui déchirait son corps en deux, Sophie se força à se relever. Ses jambes tremblaient, et quelque chose de chaud coulait le long de sa tempe. Du sang. Robert était à la 3e porte maintenant, plus que 2 avant d'atteindre la chambre des jumelles. Sophie chercha frénétiquement autour d'elle quelque chose à utiliser comme arme. Ses yeux tombèrent sur un lourd vase en cristal, sur une table voisine, un cadeau de mariage qu'elle avait toujours trouvé horriblement kitsch. Le saisissant à 2 mains, elle tituba vers Robert, juste au moment où il ouvrait la 4e porte. « Hé !» cria-t-elle. Quand il se retourna, Sophie lui fracassa le vase au visage de toutes ses forces. Le vase explosa en milliers d'éclats scintillants.
Robert recula en titubant, le sang jaillissant de son nez cassé. « Toi !» beugla-t-il en se jetant à nouveau sur elle. Sophie essaya de courir, mais ses jambes ne répondaient plus. Robert la saisit par les cheveux, la traînant dans le couloir. Elle se débattit, griffant et donnant des coups de pied, mais chaque mouvement envoyait des vagues de douleur à travers son corps. « Plus de jeu !» grogna-t-il en la clouant contre le mur, avec un bras sur sa gorge. Où sont-elles? Sophie ne pouvait plus respirer. Des points noirs dansaient dans sa vision. Son bébé se débattait sauvagement en elle. Une autre contraction frappa, plus forte que jamais. Puis, elle l'entendit. Un petit sanglot provenant de la pièce voisine. Le sourire qui s'étala sur le visage ensanglanté de Robert fut la chose la plus terrifiante que Sophie ait jamais vue. « Trouvé !» chuchota-t-il en la relâchant. Sophie s'effondra sur le sol, toussant et s'étouffant, essayant désespérément de respirer. Robert était déjà à la porte de la chambre, tournant la poignée. « Non !» essaya-t-elle de crier, mais sa voix ne sortit que comme un murmure rauque. La porte s'ouvrit. Robert entra, donnant des coups de pied dans les meubles. Sophie entendit le bruit de la commode traîner, suivi de cris terrifiés. « Non !» Cette fois, sa voix sortit comme un cri qui lui déchira la gorge. « Laissez-les tranquilles !» Rassemblant une force qu'elle ne savait pas posséder, Sophie se releva et tituba dans la pièce. Robert se tenait devant le placard ouvert, ses énormes mains agrippant les bras délicats des jumelles alors qu'elles se débattaient et criaient. « Taisez-vous !» Il secoua violemment les filles. « Vous venez avec moi maintenant. »« Non !» cria Émilie en essayant de se libérer. « On ne veut pas y aller. »« Sophie !» pleura Olivia, tendant la main vers elle pour obtenir de l'aide. Sophie ne sut jamais exactement d'où venait la force. Peut-être était-ce l'instinct maternel qui se manifestait précocement. Peut-être était-ce l'adrénaline, ou peut-être était-ce la pure fureur de voir ce monstre faire du mal à deux enfants innocents. Elle se jeta sur Robert de tout son poids, le percutant dans le dos. L'impact le fit trébucher en avant, relâchant sa prise sur les filles. Émilie réussit à se libérer et attrapa immédiatement la main d'Olivia, essayant de l'éloigner. Robert se rétablit rapidement, se retournant et frappant Sophie d'un coup qui lui fit voir des étoiles. Elle tomba, mais s'accrocha à sa jambe, l'empêchant d'avancer. « Courez !» cria-t-elle aux jumelles. « Courez maintenant !» Émilie traîna Olivia vers la porte, mais Robert attrapa les cheveux d'Olivia, la tirant en arrière. « Tu es à moi !» rugit-il au visage de l'enfant. « Ma propriété !» Le cri terrifié d'Olivia sembla déclencher quelque chose de primal chez Sophie. Ignorant la douleur atroce qui la torturait, elle se traîna jusqu'à la commode tombée et attrapa un morceau de bois cassé. D'un mouvement rapide, elle enfonça le bois pointu dans la jambe de Robert. Le rugissement de douleur qu'il poussa était presque inhumain. Il lâcha Olivia, qui courut vers sa sœur. Robert se tourna vers Sophie, ses yeux maintenant fous de fureur. « Je vais te tuer !» gronda-t-il en avançant sur elle. « Je vais te tuer, toi et ce bâtard dans ton ventre !» Sophie essaya de ramper en arrière, mais une autre contraction la frappa, celle-ci la plus intense de toutes. La douleur était différente maintenant, plus urgente, quelque chose n'allait pas. Robert l'attrapa par le cou, la soulevant du sol. Sophie donna des coups de pied et se débattit, mais ses forces l'abandonnaient. À travers sa vision qui s'assombrissait, elle vit les jumelles debout dans l'embrasure de la porte, figées de terreur. « Courez !» réussit-elle à murmurer. « S'il vous plaît, courez !» Loin. Elle entendit des sirènes. Robert les entendit aussi. Sa prise se desserra légèrement. C'était tout ce dont Sophie avait besoin. Rassemblant sa dernière réserve de force, elle frappa du genou vers le haut, touchant Robert entre les jambes. Il la lâcha avec un grognement de douleur, reculant en titubant. Sophie tomba sur le sol, toussant et haletant. Sa vision était floue, mais elle vit les jumelles courir enfin hors de la pièce. Robert se remettait, les yeux fixés sur elle, avec une rage meurtrière. « C'est fini !» dit-elle, la voix rauque, mais résolue. « Tu ne leur feras plus jamais de mal. » Robert rugit de colère et se jeta sur elle, mais il trébucha sur ses propres pieds, encore sous l'emprise de l'alcool et de la douleur.
Sophie roula sur le côté, évitant de justesse le poing qui s'écrasa sur le sol là où sa tête s'était trouvée. Les sirènes étaient plus proches maintenant, des lumières rouges et bleues commencèrent à danser sur les murs à travers les fenêtres. « Non !» cria Robert en titubant vers la porte. « Elles sont à moi, à moi !» Sophie essaya de se relever, mais un autre type de douleur la déchira. Pas une contraction cette fois, mais quelque chose de plus urgent, de plus final. Elle sentit un liquide chaud couler le long de ses jambes. Son bébé. Non, pas maintenant. Ah, les pas lourds dans les escaliers indiquaient que Robert poursuivait les jumelles. Sophie pouvait entendre les filles crier d'en bas. Ignorant la douleur qui menaçait de la fendre en deux, elle commença à ramper vers la porte. Elle ne pouvait pas abandonner maintenant, pas quand les filles avaient encore besoin d'elle. La nuit était loin d'être terminée, et Sophie savait que les prochains instants décideraient du sort de tout le monde dans cette maison. Les sirènes étaient assourdissantes maintenant, et des voix autoritaires retentissèrent de l'extérieur. Mais à l'intérieur du château, la terreur continuait, résonnant dans les couloirs comme un cauchemar dont personne ne pouvait se réveiller. Sophie prit une profonde inspiration, rassemblant ses dernières forces. Les filles avaient besoin d'elle, son bébé avait besoin d'elle, et elle n'allait pas abandonner. Pas maintenant, jamais. Avec un cri né à la fois de la douleur et de la détermination, Sophie Moreau se força à se relever. La bataille n'était pas encore terminée, et elle était déterminée à s'assurer qu'elle se termine de la bonne manière, même si cela devait lui coûter la vie. Les lumières rouges et bleues des voitures de patrouille transformèrent le jardin immaculé du château des Moreau en un kaléidoscope surréaliste. Le hurlement des sirènes déchira la nuit, se répercutant sur les murs de la propriété, alors que 3 voitures de police dérapaient dans l'allée, suivies de près par une ambulance. « Police, ne bougez pas !» La voix amplifiée retentit à travers le domaine. « Lâchez les enfants et mettez les mains là où on peut les voir. » Robert était au milieu du salon, une main agrippant le bras d'Olivia avec une force brutale, tandis qu'il essayait d'attraper Émilie, qui avait réussi à se cacher partiellement derrière un canapé renversé. Son visage était couvert de sang à cause de son nez cassé, ses yeux injectés de sang et dardant entre les fenêtres illuminées par les gyrophares. « Sortez !» beugla-t-il, tirant Olivia plus près, l'utilisant comme un bouclier. « Elles sont à moi, c'est la loi. » La fillette pleurait en silence, son petit corps tremblant violemment. Émilie, depuis sa cachette, sanglotait, essayant toujours d'atteindre sa sœur. Des policiers armés commencèrent à entrer par les portes avant et arrière, leurs lampes de poche fendant l'obscurité de la pièce. « Lâchez la fille, maintenant !» En haut de l'escalier, Sophie s'appuyait lourdement contre le mur, une main sur son ventre, alors que des vagues de douleur la parcouraient. Du sang coulait sur son visage depuis la coupure sur sa tempe, et ses genoux menaçaient de céder à tout moment. « S'il vous plaît, » réussit-elle à dire, sa voix rauque, « il va leur faire du mal. » Robert se retourna au son de sa voix, entraînant Olivia avec lui. « Tout est de ta faute. Toi et ton riche mari. Vous croyez pouvoir voler ce qui est à moi. » 2 policiers profitèrent de sa brève distraction pour s'avancer. Robert le remarqua et se débattit sauvagement, projetant Olivia de côté. Elle tomba, sa tête heurtant le coin de la table basse. « Olivia !» Le cri d'Émilie déchira le chaos. C'était comme si le temps s'était figé un instant. Olivia gisait immobile sur le sol, un mince filet de sang coulant sur son front. Émilie courut vers elle, oubliant le danger. Robert essaya de l'attraper, mais 3 policiers le plaquèrent en même temps. La lutte qui s'ensuivit fut brutale, alimentée par l'alcool et la rage. Robert se battit comme un animal sauvage, renversant plus de meubles et brisant encore plus d'objets. 2 policiers furent projetés en arrière avant qu'ils ne réussissent finalement à le maîtriser. « Lâchez-moi, je vous tuerai tous, elles sont à moi. » Sophie essaya de descendre les escaliers, désespérée d'atteindre les filles, mais ses jambes cédèrent finalement. La dernière chose qu'elle vit avant que sa vision ne s'assombrisse fut les ambulanciers se précipitant par la porte, leurs uniformes blancs vifs sous les lumières clignotantes. « Madame ? Madame, vous m'entendez ?»
Une voix féminine semblait venir de loin. « Elle est en travail. Nous avons besoin d'une deuxième ambulance, maintenant. » Le salon du château des Moreau, normalement un symbole d'élégance et d'ordre, ressemblait maintenant à une zone de guerre. Des meubles cassés et des taches de sang marquèrent le sol en marbre italien. Robert continuait de se débattre pendant que les officiers essayaient de le menotter, ses cris résonnant contre les murs. « Appelez les services sociaux !» cria l'un des policiers en voyant Émilie s'accrocher aux corps inconscients de sa sœur, refusant de laisser les ambulanciers s'approcher. « Non !» sanglotait-elle. « Je ne vous laisserai pas l'emmener. Vous avez promis qu'on resterait ensemble. » Une femme d'âge mûr en blazer et jeans s'approcha prudemment. « Salut, Émilie !» dit-elle doucement, s'accroupissant à une distance de sécurité. « Je m'appelle Isabelle. Je sais que tu as peur, mais nous devons aider ta sœur. Tu veux qu'elle aille mieux, n'est-ce pas ?» Émilie leva son visage souillé et taché de larmes. « Vous n'allez pas nous séparer ?»« Non, ma chérie, » promit Isabelle. « Vous resterez ensemble, mais pour l'instant, nous devons nous occuper d'Olivia, d'accord ?» Lentement, à contre-cœur, Émilie permit aux ambulanciers de s'approcher. Ils travaillèrent rapidement, vérifiant les signes vitaux d'Olivia et stabilisant son cou par précaution. De l'autre côté de la pièce, d'autres ambulanciers s'occupaient de Sophie, qui avait repris partiellement conscience, mais était encore désorientée. « Théa à 90-60 et en baisse », rapporta l'un d'eux. « Contraction toutes les 3 minutes. Possible décollement placentaire. »« Bâtard !» criait encore Robert, alors qu'il était pratiquement porté à l'extérieur. « Je vous poursuivrai tous. Elles sont à moi, selon la loi. » C'est à ce moment-là que les phares d'un Range Rover illuminèrent l'entrée du château. La voiture s'était à peine arrêtée que Jean-Luc en sauta, le visage un masque d'horreur, en voyant la scène devant lui. « Sophie !» Il courut vers sa femme, mais un policier l'arrêta. « Monsieur, je dois vous demander de rester calme. Je suis le propriétaire de cette maison. C'est ma femme. » La faible voix de Sophie fit que Jean-Luc bouscula le policier. Il tomba à genoux, à côté d'elle, prenant sa main ensanglantée dans la sienne. « Mon Dieu, Sophie, je suis désolé. J'aurais dû être là. »« Les filles, » chuchota-t-elle, une autre contraction tordant son visage de douleur. « Protège-les. On doit la déplacer maintenant, » coupa l'un des ambulanciers. « Le bébé est en détresse. » Alors qu'ils emportaient Sophie vers l'ambulance, Émilie poussa un cri qui semblait contenir toute la douleur et la peur de cette terrible nuit. Le son traversa le chaos comme une flèche, frappant Jean-Luc en plein cœur. Oncle Jean-Luc. Elle courut vers lui, s'agrippant à ses jambes. « Olivia ?» Il lui a fait mal. Jean-Luc la souleva, ses yeux se portant vers l'endroit où les ambulanciers travaillaient sur Olivia. La fillette était placée sur une civière, un collier cervical autour de son cou délicat et un masque à oxygène couvrant une partie de son visage pâle. « Elle ira bien, promit-il, bien que son cœur se brise. Nous irons tous bien. » Isabelle, l'assistante sociale, s'approcha doucement. « Monsieur Moreau, nous avons besoin que vous veniez avec nous à l'hôpital. Il y a des formalités. »« Je ne les quitte pas, » interrompit Jean-Luc, tenant toujours Émilie. « Plus jamais. » Dehors, Robert était mis dans la voiture de patrouille, criant encore des menaces et des insanités. Son visage ensanglanté apparaissait occasionnellement dans les lumières pulsantes, comme un démon sorti d'un cauchemar. « Ce n'est pas fini !» cria-t-il une dernière fois avant que la portière de la voiture de patrouille ne claque. « Vous verrez, elles sont à moi !» Émilie se blottit dans les bras de Jean-Luc, enfouissant son visage dans son cou. Il la serra plus fort, sentant son petit corps trembler. « Il ne te touchera plus jamais », murmura Jean-Luc en embrassant le haut de sa tête. « Je te le promets. » Les 2 ambulances partirent, l'une après l'autre, leurs sirènes perçant la nuit. Jean-Luc suivit dans sa propre voiture, Émilie toujours dans ses bras, refusant de s'asseoir dans le siège d'appoint qu'Isabelle proposait. L'assistante sociale finit par accepter de la tenir pendant le trajet, comprenant que l'enfant avait déjà subi assez de traumatisme pour une nuit. Alors que le convoi improvisé se dirigeait vers l'hôpital, les premiers rayons du soleil commencèrent à poindre à l'horizon.
La nuit de terreur se terminait, mais ses conséquences ne faisaient que commencer à se dévoiler. De retour au château des Moreau, la police commençait son enquête, photographiant la destruction et collectant des preuves. Pema. Des taches de sang sur les murs et les meubles racontaient l'histoire silencieuse de la violence qui avait eu lieu. La chambre des filles, qui quelques heures plus tôt avait été un sanctuaire de paix et d'espoir, était maintenant en ruine. Le canard en caoutchouc d'Olivia gisait cassé dans un coin, un symbole tragique de l'innocence violée. Pourtant, au milieu du chaos et de la destruction, de petits signes d'espoir subsistaient. Le livre Max et les Maximonstres était toujours ouvert sur la table de chevet, ses pages murmurant des promesses que même les pires monstres pouvaient être vaincus, et que parfois, c'est dans les nuits les plus sombres que nous trouvons notre vraie force. La bataille était terminée, mais la guerre pour la sécurité et le bonheur des jumelles ne faisait que commencer. Cette fois, cependant, elle ne l'affronterait pas seule. Les couloirs de l'hôpital Saint-Louis semblaient infinis alors que Jean-Luc se précipitait aux côtés du brancard transportant Sophie. Le bruit de ses roues sur le sol en vinyle se mêlait au bip des moniteurs et aux voix urgentes des médecins. « Tension artérielle, toujours en baisse », annonça l'un des ambulanciers alors qu'il courait. « Contraction toutes les 2 minutes. Saignement modéré. » Sophie était plus pâle que les draps de l'hôpital, ses cheveux roux tachés de sang offrant un contraste saisissant. Ses yeux s'ouvraient et se fermaient, luttant pour rester consciente. « Jean-Luc » murmura-t-elle, cherchant sa main. « Les filles ?»« On s'occupe d'elles. » Il serra doucement sa main. « Tu dois te concentrer maintenant. Notre bébé a besoin de toi. » Une contraction particulièrement forte fit se cambrer Sophie sur le brancard, un gémissement de douleur s'échappant de ses lèvres meurtries. Jean-Luc sentit son cœur se serrer. Comment avait-il pu la laisser seule? Comment n'avait-il rien senti venir? Monsieur Moreau, une infirmière, l'arrêta alors qu'ils atteignaient les portes doubles du bloc opératoire. « Je dois vous demander d'attendre ici pendant que nous préparons votre femme. »« Non !» Sophie agrippa la main de Jean-Luc avec une force surprenante. « Reste avec moi. » Madame Moreau, le docteur Chen, l'obstétricien, s'approcha rapidement. « Le bébé est en détresse. Nous devons effectuer une césarienne d'urgence. Votre mari pourra entrer dès que nous serons prêts. » Jean-Luc se pencha, embrassant le front de Sophie. « Je serai juste là, je te le promets. » Alors que Sophie était emmenée au bloc opératoire, Jean-Luc sentit ses jambes faiblir. Il s'appuya contre le mur, respirant profondément, essayant de contenir le tourbillon d'émotions qui menaçait de le submerger. Monsieur Moreau, une voix douce, le ramena à lui. C'était Isabelle, l'assistante sociale. « Je pensais que vous aimeriez savoir. Olivia est aux urgences pédiatriques. Le scanner n'a montré aucune fracture du crâne, mais ils veulent la garder en observation à cause d'une commotion. Et Émilie ? Elle est avec elle. Nous n'avons pas pu les séparer. » Isabelle eut un petit sourire fatigué. Elle refuse de lâcher la main de sa sœur. Jean-Luc hocha la tête, des larmes lui brûlant les yeux. Le bruit de pas pressés le fit se retourner. Une infirmière était de retour avec une tenue stérile. « Monsieur Moreau, nous pouvons vous préparer maintenant. » Les minutes suivantes furent un flou d'actions mécaniques. Enfiler la blouse, couvrir ses cheveux d'une charlotte, se laver les mains avec des mouvements précis et calculés que son esprit enregistrait mais ne traitait pas complètement. Quand il entra enfin dans la salle d'opération, la scène le frappa comme un coup de poing. Sophie était consciente, un drap chirurgical bleu bloquant sa vue de l'incision. Elle semblait encore plus pâle sous les lumières vives, et les moniteurs autour d'elle bipaient avec une urgence déconcertante. Jean-Luc, sa voix était faible et tremblante. Il se déplaça rapidement à ses côtés, s'asseyant sur le tabouret près de sa tête. « Je suis là, ma chérie, juste là. » L'équipe médicale travaillait rapidement de l'autre côté du drap. Jean-Luc pouvait entendre des termes techniques être échangés, mais son attention était entièrement portée sur le visage de Sophie. « Je suis désolé, » chuchota Sophie, des larmes s'échappant des coins de ses yeux. « J'ai essayé de les protéger. » Chut, Jean-Luc essuya ses larmes avec son pouce. « Tu as été incroyable.
tu les as sauvés. » Un autre gémissement de douleur s'échappa des lèvres de Sophie alors que ses yeux se fermaient. Dans son esprit, des flashs du combat avec Robert se mêlaient à la réalité présente. Le choc contre le mur, la douleur cuisante dans son dos, la puanteur d'alcool sur son haleine. « Tas en baisse », annonça quelqu'un. « On doit accélérer. Les filles qui crient, le bruit du vase qui se brise, du sang sur ses mains. »« On y est presque », annonça le docteur Chen. « Préparez la couveuse. » Sophie resserra sa prise sur la main de Jean-Luc. « Ne les laissez pas prendre les filles, » plaida-t-elle, son esprit dérivant entre le présent et le passé. « Promis. »« Personne ne les prendra, » dit Jean-Luc, la voix épaisse d'émotion. « Jamais. » Un silence soudain tomba sur la pièce, suivi du son le plus précieux et le plus terrifiant que Jean-Luc ait jamais entendu, le premier cri de son bébé. Faible, plus une protestation qu'un cri, mais toujours un signe de vie. « C'est un garçon », annonça le docteur Chen. « Nous devons l'emmener en néonatologie, immédiatement. » Jean-Luc n'aperçut qu'un minuscule corps bleuté emporté par une équipe d'infirmières. Son fils, si petit, si fragile. « Jean-Luc », la voix de Sophie s'estompait, « va avec lui. » Les moniteurs se mirent à biper frénétiquement. « Hémorragie !» cria quelqu'un. « On a besoin de plus de sang ici. »« Monsieur Moreau, vous devez sortir maintenant. » Une infirmière le guida fermement vers la porte. « Non. »« Sophie ?»« Nous prendrons soin d'elle, » promit l'infirmière. « Votre fils a besoin de vous maintenant. » Les instants suivants passèrent comme des heures. Jean-Luc se retrouva debout devant une fenêtre en verre, regardant une équipe de médecins s'occuper d'un minuscule nourrisson à l'intérieur d'une couveuse. Son fils, si petit qu'il pourrait tenir dans la paume de sa main. « Monsieur Moreau, un médecin s'approcha, retirant son masque. « Votre fils est stable, mais prématuré. Nous le garderons en néonatologie pendant quelques semaines. Heureusement, il a déjà 32 semaines, ce qui améliore considérablement ses chances. » Jean-Luc hocha la tête mécaniquement, incapable de détacher ses yeux de la petite vie qui se battait pour survivre devant lui. « Et Sophie ? Elle est toujours en chirurgie. Le docteur Chen est le meilleur. Votre femme est entre de bonnes mains. » Une autre infirmière apparut dans le couloir. « Monsieur Moreau, les filles vous demandent. » Jean-Luc sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. Comment pouvait-il se diviser entre tant de personnes qui avaient besoin de lui ? « Allez-y, » dit gentiment le médecin. « Nous prendrons bien soin de votre fils. Nous vous préviendrons dès que nous aurons des nouvelles de votre femme. » La marche vers l'aile pédiatrique sembla interminable. Quand il atteignit enfin la chambre indiquée, la scène devant lui faillit le faire s'effondrer. Olivia était allongée dans le lit, un bandage sur le front et des moniteurs attachés à son petit corps. Émilie était allongée à côté d'elle, les deux se tenant la main, dormant d'un sommeil agité. Isabelle, l'assistante sociale, était assise dans un fauteuil voisin, prenant des notes sur un presse-papier. « Comment vont-elles » demanda Jean-Luc à voix basse. « Olivia a une commotion légère, mais les examens ne montrent aucun dommage grave, » répondit Isabelle. Émilie refuse de quitter le chevet de sa sœur. Nous avons réussi à lui faire manger un peu, au moins. Jean-Luc s'approcha du lit, ajustant doucement la couverture sur les filles. Émilie s'agita dans son sommeil, marmonnant quelque chose d'inintelligible. « Sophie » demanda-t-elle sans ouvrir les yeux. « Elle ira bien, » promit Jean-Luc, bien que son cœur se serre d'incertitude. « Repose-toi maintenant. » Les heures suivantes devinrent une routine épuisante. Jean-Luc se déplaçait entre les visites à la néonatologie, où son fils se battait courageusement pour vivre, la chambre des filles, où les cauchemars les réveillaient souvent en hurlant, et la porte du bloc opératoire, où il attendait des nouvelles de Sophie. C'était presque l'aube quand le docteur Chen apparut enfin, l'air épuisé mais satisfait. « Elle ira bien », annonça le médecin avant que Jean-Luc ne puisse demander. « Elle a perdu beaucoup de sang et aura besoin de temps pour récupérer, mais c'est une battante. » Jean-Luc sentit ses jambes faiblir et il s'appuya contre le mur, le plus proche. « Puis-je la voir ?»« Bientôt. Elle est en salle de réveil en ce moment. » Quand il fut enfin autorisé à entrer dans la chambre de Sophie, le soleil se levait déjà,
peignant le ciel de l'hôpital de tons rosés. Sophie dormait, son visage encore pâle mais plus paisible. Un tube à oxygène reposait sous son nez, et plusieurs moniteurs et perfusions étaient attachés à ses bras, les seuls signes visibles du traumatisme qu'elle avait enduré. Jean-Luc s'assit à côté d'elle, lui prenant la main. Comme la vie avait radicalement changé en moins de 24 heures. Hier matin, il n'était qu'un homme d'affaires prospère, avec une femme enceinte. « Les filles ?» demanda Sophie sans ouvrir les yeux, sa voix rauque et faible. « Elles vont bien, elles dorment. »« Le bébé ?» ?»« Il se bat, tout comme sa mère. » Sophie ouvrit lentement les yeux, rencontrant ceux de Jean-Luc. « Je suis désolé pour notre dîner d'anniversaire de mariage. » Jean-Luc ne put s'empêcher d'un rire étouffé. Même après tout ça, elle s'inquiétait encore de ça. « Je pense que nous aurons une sacrée histoire à raconter lors de nos futurs anniversaires, » dit-il doucement en lui embrassant le front. « Jean-Luc !» Sophie lutta pour garder les yeux ouverts. « Ne laissez personne les prendre. Jamais, promit-il. Elles sont à nous maintenant. » Un faible sourire apparut sur les lèvres de Sophie avant qu'elle ne s'endorme à nouveau. Jean-Luc resta là, lui tenant la main, regardant le soleil se lever complètement à l'extérieur. La ville commençait une autre journée ordinaire, mais à l'intérieur de l'hôpital Saint-Louis, 4 vies avaient été transformées pour toujours, et une 5e, minuscule et fragile, se battait pour rejoindre cette nouvelle famille de fortune que le destin avait réunie. La nuit de terreur était terminée, mais le vrai voyage ne faisait que commencer. La lueur de l'ordinateur portable de Jean-Luc remplissait la pénombre de son bureau. Il était 3 heures du matin, mais le sommeil était la dernière de ses préoccupations. À l'écran, des dizaines d'onglets ouverts affichaient des casiers judiciaires, de vieux articles de presse et des documents publics, révélant tous des fragments de la sombre histoire de Robert Dubois. Monsieur Moreau, la voix de son détective privé, Antoine, résonna dans le haut-parleur. « J'ai trouvé quelques autres choses que vous devez voir. » Jean-Luc desserra sa cravate, les yeux brûlants après des heures passées à regarder l'écran. Les jumelles dormaient dans la pièce voisine, trouvant enfin un peu de repos après des jours de cauchemars constants. Le doux son de leur respiration à travers le babyphone était la seule chose qui le maintenait ancré dans la réalité. « Qu'est-ce que vous avez, Antoine ? » « C'est pire que ce que nous imaginions. » La voix de l'enquêteur était sombre. « Robert Dubois a un long casier. Ça a commencé par des incidents mineurs. Troubles à l'ordre public, ivresse sur la voie publique. Mais après que sa femme est tombée malade, Jean-Luc ouvrit les nouveaux fichiers apparaissant sur son écran. Des rapports de police, des dossiers hospitaliers, les bulletins scolaires des jumelles. Chaque document était une nouvelle pièce d'un puzzle sinistre. « Les voisins de l'ancienne adresse ont confirmé, » continua Antoine. « La mère des filles, Catherine Dubois, a commencé à montrer des symptômes il y a environ 1 an. Pas d'assurance maladie, pas d'argent pour un traitement approprié. L'alcoolisme de Robert s'est aggravé à ce moment-là. Les photos jointes montraient une belle femme avec les mêmes yeux verts que les jumelles. Sur des photos plus récentes, elle était plus mince, plus pâle, jusqu'à ce qu'elle disparaisse des archives 6 mois plus tard. Cause du décès. Officiellement, complication d'une pneumonie non traitée. En réalité, aucun accès aux soins médicaux de base pendant que son mari dépensait chaque centime en alcool. Jean-Luc ferma les yeux un instant, se souvenant des dessins que les jumelles faisaient en thérapie. Toujours leur mère, allongée dans un lit, toujours avec un sourire triste, toujours en vert, de la même teinte que ses yeux. Après sa mort, poursuivit Antoine, les choses ont empiré rapidement. Ils ont perdu leur maison. Robert a perdu le peu de travail qui lui restait. Il y a des archives qui montrent qu'il a forcé les filles à mendier dans différents quartiers de la ville, quand elles ne rapportaient pas assez. « Les ecchymoses » murmura Jean-Luc, se rappelant les marques qu'il avait vues dans le parc. « Exactement. Nous avons 3 déclarations de voisins qui ont essayé de le signaler, mais Robert a toujours manipulé la situation. Il déménageait, utilisait les filles comme levier émotionnel. Le système les a laissés tomber, encore et encore. » Le babyphone capta un petit gémissement.
Jean-Luc se figea, attendant de voir si l'une des filles se réveillerait d'un autre cauchemar. Le son ne se répéta pas, mais son cœur était toujours lourd. Et la famille élargie? Catherine était orpheline, élevée en famille d'accueil. Les parents de Robert sont en vie, mais ont coupé les ponts il y a des années à cause de son alcoolisme. Pas de parents proches qui pourraient réclamer la garde. Jean-Luc ouvrit un dossier de photos récentes des jumelles. Émilie et Olivia en thérapie, dessinant des images de leur ancienne famille. Émilie et Olivia dans son jardin, encore méfiantes face à tant d'espace. Émilie et Olivia endormies dans les bras l'une de l'autre, comme si elles avaient constamment besoin de se rassurer mutuellement de leur présence. Les rapports des psychologues pour enfants viennent d'arriver, ajouta Antoine après une pause. Voulez-vous... Pas maintenant, l'interrompit Jean-Luc. Il n'avait pas besoin de lire les détails du traumatisme des filles. Il en voyait les effets tous les jours. Peur des bruits forts, cacher de la nourriture, tressaillir chaque fois que quelqu'un élevait la voix. Il y a une dernière chose, hésita Antoine. J'ai trouvé les archives d'un incident au travail de Robert, environ 8 mois avant la mort de Catherine. Un accident grave impliquant un collègue. Archivez tout, ordonna Jean-Luc, son esprit traitant déjà les implications. Je veux que chaque détail soit documenté, que chaque preuve soit préservée. L'audience pour la garde est dans 3 jours. Tout est organisé, monsieur. Mais puis-je dire quelque chose de personnel ? Jean-Luc murmura son accord, les yeux toujours fixés sur la dernière photo des jumelles, toutes deux endormies sur le canapé de son bureau, un livre de comptes ouvert entre elles. En 15 ans d'enquête sur des affaires de garde, je n'ai jamais vu d'enfants aussi résilients. Elles ont survécu à l'impossible, monsieur Moreau. Et maintenant, pour la première fois, elles ont une vraie chance. Le babyphone capta un autre son, l'une des jumelles appelant doucement sa sœur, probablement après un mauvais rêve. Jean-Luc fut sur pied avant la fin de l'appel. « Merci, Antoine. Tenez-moi au courant. » Dans le couloir sombre, Jean-Luc s'arrêta devant la chambre des filles. À travers la porte légèrement ouverte, il pouvait voir Émilie et Olivia, maintenant réveillées, s'accrochant l'une à l'autre comme elles le faisaient toujours après un cauchemar. Leurs yeux verts, si semblables à ceux de leur mère sur la photo, brillaient dans la pénombre. « Oncle Jean-Luc » La voix d'Émilie n'était qu'un murmure. « Je suis là » répondit-il doucement en entrant dans la pièce. « Encore un mauvais rêve ?» Toutes deux hochèrent la tête en silence. Jean-Luc s'assit sur le bord du lit et les jumelles se blottirent immédiatement plus près, cherchant le réconfort de sa présence, qui était déjà devenue si essentielle dans leur vie. « Voulez-vous que je vous lise une histoire ?» Un autre signe de tête silencieux. Jean-Luc prit le livre sur la table de chevet, un recueil de contes de fées que les filles avaient de choisi à la librairie la veille. Alors qu'il commençait à lire, son esprit traitait encore tout ce qu'il avait découvert. Dans 3 jours, il affronterait le système judiciaire pour obtenir la garde des jumelles. Dans 3 jours, il devrait prouver qu'un milliardaire célibataire de 28 ans pouvait être le meilleur tuteur pour 2 enfants traumatisés. Dans 3 jours, il se battrait pour la chance de donner à Émilie et Olivia l'enfance qu'elles méritaient. Les filles se blottirent plus près pendant qu'il lisait, leur petit corps se relaxant progressivement au son de sa voix. Jean-Luc savait que les cauchemars ne disparaîtraient pas rapidement, que le traumatisme laisserait de profondes cicatrices, que la route à venir serait longue et difficile. Mais en regardant ces 2 petites guerrières, leur force incroyable et leur capacité à faire encore confiance après tout ce qu'elles avaient traversé, Jean-Luc savait qu'il ferait n'importe quoi pour les protéger. Son argent, son pouvoir, son influence, tout ce qu'il avait construit dans sa vie avait enfin trouvé un but plus grand. Quand l'histoire se termina, Jean-Luc resta là, veillant sur les jumelles endormies. Quelque part dans la ville, Robert Dubois noyait probablement ses propres souvenirs dans une autre bouteille. Dans 3 jours, leurs chemins se croiseraient à nouveau dans un tribunal. Mais pour l'instant, dans cette chambre calme, 2 petites jumelles aux yeux vert jade dormaient enfin en paix, protégées par un homme que le destin avait placé sur leur chemin à travers un parc abandonné. La salle de réunion au 40e étage offrait la meilleure vue de la ville,
mais Jean-Luc remarqua à peine le coucher de soleil spectaculaire à travers les baies vitrées. Son attention était fixée sur les 3 avocats et l'assistante sociale, assis en face de lui, tous étudiant les documents étalés sur la table en acajou. Monsieur Moreau, Isabelle Miller, l'assistante sociale, ajusta ses lunettes en examinant un autre rapport. « Je comprends votre volonté d'assumer la garde permanente des filles, mais je dois être clair, ce ne sera pas un processus simple. » Jean-Luc desserra sa cravate, sentant le poids des dernières semaines. Sur son téléphone, il vit le dernier message de sa gouvernante. « Les jumelles se sont enfin endormies. Elles demandent encore si vous rentrerez bientôt. » La juge Margaret Dubois est connue pour son scepticisme envers les adoptions monoparentales, expliqua maître Richard Bennett, son avocat principal, surtout dans les cas de traumatisme grave comme celui-ci. Sans parler du fait, ajouta Isabelle, que votre âge et votre style de vie seront scrutés. Un PDG de 28 ans sans expérience préalable avec les enfants, qui offre une stabilité financière, un soutien émotionnel, et a déjà démontré son engagement envers le bien-être des filles, interrompit Jean-Luc, sa voix calme mais ferme. Et plus important encore, elles me font confiance. Le silence qui suivit fut rompu par le doux bruissement des papiers. L'enquête sur Robert Dubois avait révélé une histoire troublante d'abus et de négligence, mais elle avait aussi révélé autre chose, l'absence totale d'autres parents qui pourraient réclamer les jumelles. Il y a aussi la question de leur adaptation, continua Isabelle, sa voix plus douce maintenant. Émilie et Olivia ont fait des progrès remarquables ces dernières semaines, mais le traumatisme qu'elles ont subi, c'est pourquoi elles continueront la thérapie, interrompit à nouveau Jean-Luc. J'ai déjà mis en place une équipe de soutien complète, psychologue pour enfants, ergothérapeute, tuteur spécialisé, tout ce dont elles ont besoin pour guérir et grandir. Maître Bennett prit un autre document. Le rapport du psychologue pour enfants est étonnamment positif. Le docteur Henderson note une amélioration significative du comportement des filles depuis qu'elles vivent avec vous. Jean-Luc pensa aux petits progrès qu'il voyait chaque jour. Émilie acceptant enfin de dormir avec les lumières éteintes tant que la porte restait entr'ouverte. Olivia parlant davantage, surtout pendant leur lecture du soir, les deux ne cachant plus de nourriture sous leurs oreillers, commençant à croire qu'il y aurait toujours un prochain repas. Pourtant, Isabelle ajusta à nouveau ses lunettes. La juge Dubois voudra des garanties de stabilité à long terme. Ma routine de PDG est déjà en cours de réorganisation. Jean-Luc ouvrit son ordinateur portable, montrant une série d'emails. J'ai déplacé 80% de mes réunions en vidéoconférence. J'ai restructuré mon emploi du temps pour être à la maison tous les soirs. J'ai engagé un directeur des opérations pour prendre en charge les opérations quotidiennes. Les avocats échangèrent des regards impressionnés. Maître Bennett se racla la gorge. Cela montre un engagement certain, mais l'opposition pourrait soutenir que ce sont des changements très récents. Une douce alerte interrompit la réunion. L'écran du téléphone de Jean-Luc montrait une photo des jumelles. Elle s'était réveillée, le demandant à nouveau. Son cœur se serra à la vue de leurs visages inquiets. « Mesdames, messieurs », Jean-Luc ferma son ordinateur portable d'un geste décidé. « J'apprécie vos préoccupations et vos conseils, mais ces deux filles ont déjà connu trop d'abandon. Je n'en serai pas un de plus sur cette liste. » Isabelle Miller étudia le jeune milliardaire un instant. Elle avait rencontré de nombreux parents adoptifs potentiels au cours de sa carrière, certains avec les meilleures intentions, d'autres moins. Mais Jean-Luc Moreau était différent. Peut-être était-ce la façon dont ses yeux s'adoucissaient quand il parlait des jumelles, ou comment il avait réorganisé toute sa vie en quelques semaines pour répondre à leurs besoins. « L'audience est dans 2 jours, commença maître Bennett en rassemblant les documents. Nous aurons besoin de... Un léger coup à la porte l'interrompit. La secrétaire de Jean-Luc entra, l'air anxieux. « Monsieur Moreau, je suis désolé de vous interrompre, mais les filles... » Avant qu'elle ne finisse, 2 petites silhouettes passèrent en courant devant elle. Émilie et Olivia, encore en pyjama, se figèrent en voyant la pièce pleine d'adultes. Leurs yeux verts s'écarquillèrent de peur momentanée. « Oncle Jean-Luc ?» La voix d'Émilie était à peine un murmure.
Jean-Luc était déjà debout, se dirigeant vers elle. Les jumelles coururent immédiatement vers lui, s'agrippant à ses jambes comme elles le faisaient chaque fois qu'elles avaient peur. « Je suis désolée, monsieur Moreau. La gouvernante apparut à la porte, essoufflée. Elles ont fait un cauchemar, et quand nous avons dit que vous étiez en réunion... »« C'est bon, dit Jean-Luc en s'accroupissant à leur niveau. C'était un mauvais rêve ?» Olivia hocha la tête, cachant son visage dans son épaule. Émilie, toujours la plus protectrice, expliqua doucement. « On a rêvé que tu partais, comme tout le monde. » Le silence qui tomba sur la pièce était lourd de sens. Isabelle Miller observa l'interaction avec un intérêt professionnel, notant comment les filles, habituellement si méfiantes envers les adultes, se sentaient complètement en sécurité avec Jean-Luc. « Vous vous souvenez de ce dont on a parlé ?» Jean-Luc repoussa doucement une mèche de cheveux rebelles du visage d'Olivia. « Je ne vais nulle part. Vous êtes ma famille maintenant. »« Promis ?» demandèrent-elles toutes les deux à l'unisson, ses yeux verts fixés sur lui avec une intensité qui lui brisa le cœur. « Je le promets. » Jean-Luc les serra dans ses bras, sentant leur petit corps se détendre dans ses bras. « En fait, je parlais justement avec ces grands de ça, de rendre notre famille officielle. » Les jumelles regardèrent curieusement les autres dans la pièce, ne remarquant que maintenant tous les papiers et les visages sérieux. Émilie, toujours observatrice, demanda « Officiel comment ?»« Comme pour toujours, » expliqua doucement Jean-Luc, « pour que personne ne puisse jamais séparer notre famille. » Isabelle Miller se racla doucement la gorge, attirant l'attention des filles. « Bonjour Émilie, Olivia, vous vous souvenez de moi ? Je suis Isabelle, du jour au parc. » Les jumelles hochèrent la tête, se rapprochant instinctivement de Jean-Luc. Isabelle continua d'une voix douce. « Aimeriez-vous que tonton Jean-Luc soit votre papa pour toujours ?» Le silence qui suivit fut rompu par de petits sanglots. Émilie et Olivia, habituellement si réservées dans leurs émotions, pleuraient maintenant ouvertement, s'accrochant à Jean-Luc comme si elles avaient peur qu'il puisse disparaître. « On veut, » dit Olivia entre deux sanglots, sa voix habituellement calme, maintenant claire et déterminée. « S'il vous plaît, » ajouta Émilie, ses larmes trempant la chemise coûteuse de Jean-Luc. « S'il vous plaît, laissez-nous rester. » Isabelle Miller ferma son dossier, une décision définitive se formant sur son visage. Maître Bennett et les autres avocats échangèrent des regards significatifs. Parfois, toutes les preuves juridiques du monde ne pouvaient égaler un moment de vérité émotionnelle brute. « Eh bien, mesdames et messieurs ?» Isabelle se leva, un léger sourire aux lèvres. « Je crois que nous avons notre réponse. Je préparerai mon rapport pour la juge Dubois. Et si je peux me permettre une opinion professionnelle en 15 ans de travail social, je n'ai jamais vu un lien aussi authentique se former aussi rapidement. » Jean-Luc enregistra à peine le départ des professionnels, toute son attention portée sur les deux petites filles dans ses bras. Émilie et Olivia, ces courageuses petites guerrières qui avaient survécu à l'impossible et avaient encore la capacité d'aimer et de faire confiance. « Et si, suggéra-t-il une fois que leurs sanglots commencèrent à se calmer, on allait chercher une glace pour fêter ça ?» Les jumelles levèrent leurs visages tachés de larmes, leurs yeux verts encore brillants, mais maintenant avec une pointe de joie. « On peut ?» « Bien sûr, » sourit Jean-Luc, se levant avec une jumelle dans chaque bras. « Une famille doit fêter ça ensemble. » En sortant du bureau, passant devant des cadres surpris de voir leur PDG porter deux filles en pyjama, Jean-Luc pensa à l'audience à venir. Dans 2 jours, il se tiendrait devant la juge Dubois et tout le système juridique pour officialiser ce que son cœur savait déjà. Émilie et Olivia étaient ses filles, de toutes les manières qui comptaient. Le soleil s'était complètement couché maintenant, peignant le ciel de nuances de violet au-delà des fenêtres du gratte-ciel. Mais pour 2 petites filles, aux yeux vert jade, une nouvelle aube ne faisait que commencer. La maison d'arrêt était un endroit gris et froid, même en cette journée ensoleillée d'automne. Jean-Luc ajusta sa cravate en attendant dans la salle des visites, ses doigts tapotant nerveusement sur la table en métal. Les derniers mots des jumelles résonnaient encore dans son esprit. « Tu vas voir papa ?»
avait demandé Émilie au petit déjeuner, sa voix petite de peur et de confusion. « Il est en colère ?» avait ajouté Olivia, se rapprochant instinctivement de sa sœur. Maintenant, assis sur cette chaise inconfortable, Jean-Luc se demanda pour la 100e fois s'il faisait ce qu'il fallait. L'audience pour la garde était le lendemain, et tous ses avocats lui avaient déconseillé cette visite. Mais quelque chose en lui savait qu'il devait le faire. Pas pour Robert, mais pour les jumelles. Le claquement métallique de la porte qui s'ouvrait le ramena au présent. Robert Dubois entra, escorté par un garde. 2 semaines de sobriété forcée avaient altéré son apparence. Il était plus mince, plus pâle. Ses yeux n'étaient plus ternis par l'alcool. Il s'assit en face, les mains tremblant légèrement. « Tu viens jubiler, milliardaire ?» La voix de Robert était dure, mais manquait de son ancienne agressivité. « Ou te vanter de comment tu me voles mes filles ?» Jean-Luc garda une expression neutre, étudiant l'homme en face de lui. « Je suis venu parce que j'ai besoin de comprendre. » Pour elle. Robert laissa échapper un rire sans joie. « Comprendre quoi ? Qu'y a-t-il à comprendre ? Je suis un ivrogne sans valeur qui a ruiné sa propre famille. C'est pas ça que disent tes rapports ? » Les rapports disent beaucoup de choses. Jean-Luc sortit quelques photos de la poche de son costume. « Mais je veux l'entendre de ta bouche. » Les photos firent marquer une pause à Robert, son sarcasme s'effritant. Elle le montrait avec les jumelles et Catherine, des moments heureux avant que tout ne s'effondre. Des anniversaires, des parcs, des sourires authentiques. Sur l'une d'elles, il tenait les jumelles nouveau-nées, la fierté brillant dans ses yeux. « Où as-tu eu ça ?»« Ton ancienne voisine a gardé des choses pour les filles », expliqua doucement Jean-Luc. « Émilie et Olivia dessinent cette version de toi en thérapie. Le père qu'elles ont perdu, bien avant de perdre leur mère. » Les mains tremblantes de Robert touchèrent l'une des photos. Catherine venait de tresser les cheveux d'Émilie, murmura-t-il, presque pour lui-même. Olivia était jalouse, elle voulait la même chose. Elles ont toujours tout voulu pareil. Qu'est-il arrivé, Robert ? Le silence qui suivit fut lourd. Robert continua de fixer les photos, des larmes brillant maintenant dans ses yeux. Quand il parla enfin, sa voix se cassa. « J'étais un bon père avant, tu sais, un bon mari. Je travaillais dur, je m'assurais qu'on ne manque de rien. Catherine, elle était si forte, si dévouée aux filles. Même quand elle est tombée malade, elle continuait de sourire. » Jean-Luc regarda Robert passer ses doigts sur la photo de sa femme. « Pourquoi n'as-tu pas cherché d'aide quand elle est tombée malade ?»« Pas d'assurance. J'ai perdu mes avantages quand l'usine a réduit ses effectifs. » Robert déglutit. « On a essayé les cliniques publiques une fois, mais les listes d'attente. » Catherine allait de plus en plus mal chaque jour. Les filles pleuraient en voyant leur mère dépérir. Et moi, je ne supportais pas. Alors tu as commencé à boire. Robert hocha la tête, les larmes coulant maintenant librement. L'alcool engourdissait la douleur, tu sais, me faisait oublier pendant quelques heures que j'échouais en tant que mari, en tant que père. Mais il m'en fallait de plus en plus. L'argent qui aurait dû aller à son traitement. Sa voix se brisa et il se couvrit le visage de ses mains. Jean-Luc attendit, laissant le moment suivre son cours. Quand Robert parla à nouveau, sa voix était brisée. Une nuit, Catherine a eu une crise grave. Les filles, si petites, ont essayé de l'aider, alors que j'étais trop ivre pour faire quoi que ce soit. Le temps qu'on arrive à l'hôpital, c'était trop tard. Et après ça, Robert rit amèrement. Je me suis entièrement donné à la bouteille. On a perdu la maison, j'ai perdu le reste de mon travail. Les filles, mon Dieu, mes filles, je les ai blâmées, tu sais, de nécessiter des soins, de me rappeler elles. Jean-Luc sentit sa propre gorge se serrer. Elles se blâment aussi. Elles pensent que si elles avaient été meilleures, si elles avaient rapporté plus d'argent en mendiant dans la rue, tu n'aurais pas été si en colère. La force de ces mots frappa Robert comme un coup physique. Il se pencha sur la table, des sanglots secouant maintenant son corps. « Qu'est-ce que j'ai fait ? Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait à mes filles ?
Pendant plusieurs minutes, seul le son de ses pleurs remplit la pièce. Jean-Luc attendit, pensant aux jumelles endormies chez lui. Comment elles appelaient encore leur mère la nuit, comment elles tremblaient aux voix élevées. « Elles vont bien ?» demanda finalement Robert, la voix rauque. « Gentiment. Chez toi? Elles sont en sécurité ?» « Elles se rétablissent, » répondit honnêtement Jean-Luc. « La thérapie aide. Elles ont encore des cauchemars, sursautent encore facilement, mais elles commencent à se comporter à nouveau comme des enfants. » Émilie a recommencé à dessiner. Olivia chante doucement quand elle pense que personne n'écoute. Robert hocha lentement la tête, regardant à nouveau les photos. Catherine leur chantait toujours des berceuses. Les mêmes chansons, tous les soirs. « L'audience pour la garde est demain, » dit doucement Jean-Luc. « Je suis venu parce que je voulais que tu saches que je n'essaie pas de voler tes filles. J'essaie de leur donner une chance d'être à nouveau des enfants. » Et moi? La voix de Robert était petite, presque enfantine. « Je ne les reverrai plus jamais. »« Ça dépend de toi. » Jean-Luc se pencha en avant. « Il y a des programmes de désintoxication, des thérapies, des groupes de soutien. Si tu veux vraiment changer, être dans leur vie de manière saine, je soutiendrai ça. Mais ça doit être ton choix, Robert. Ton combat. » Un autre silence s'ensuivit, mais celui-ci semblait différent. Plus réfléchi, moins chargé. Robert fixa les photos comme si elles contenaient les réponses qu'il cherchait. Est-ce qu'elles parlent encore de moi? Elles parlent du père que tu étais, répondit doucement Jean-Luc. Le père qui jouait à cache-cache, qui utilisait des voix amusantes en lisant des histoires, qui les emmenait sur les balançoires au parc. Ce père existe encore quelque part en toi, Robert, mais tu dois vouloir le retrouver. Robert fit lentement glisser les photos vers Jean-Luc, sauf une, celle de lui tenant les jumelles nouveau-nées. « Je peux garder celle-ci » Jean-Luc hocha la tête. Le garde signala que le temps était écoulé. Avant de partir, Jean-Luc sortit autre chose de sa poche. 2 dessins que les jumelles avaient de faits en thérapie. « Elles m'ont demandé de te donner ça, » dit-il en posant les papiers sur la table. « Je pense que même après tout, il y a encore de l'amour là. C'est à toi de décider si tu le mérites. » Robert prit les dessins avec des mains tremblantes. Sur l'un, Émilie avait dessiné toute la famille. Lui, Catherine, les jumelles, tous se tenant la main sous un soleil souriant. Sur l'autre, Olivia n'avait dessiné que lui, assis sur une chaise, lisant une histoire à 2 petites filles souriantes. « Je peux changer, » murmura Robert, plus pour lui-même que pour Jean-Luc. « Pour elle? Je dois changer pour elle. » Jean-Luc se leva, ajustant sa veste. « C'est ton choix, Robert. Demain, au tribunal, je ferai tout ce qui est nécessaire pour protéger Émilie et Olivia. Mais ton rôle dans leur vie n'a pas à se terminer ici. Ça peut être un nouveau départ si tu es prêt à faire le travail difficile. » Alors que Jean-Luc quittait la salle des visites, le soleil de midi projetait de longues ombres à travers les fenêtres à barreaux. Dans sa poche, son téléphone vibra avec un message de la gouvernante. « Les filles viennent de terminer leur séance de thérapie. Elles demandent de tes nouvelles. » De l'autre côté de la porte métallique, Robert Dubois serrait les dessins de ses filles contre sa poitrine, des années de regrets et de possibilités perdues pesant sur ses épaules. Quelque part entre le passé qu'il ne pouvait pas changer et le futur encore à venir, une petite graine d'espoir commença à germer. L'audience pour la garde était demain, et avec elle, le sort de 2 petites filles aux yeux vert jade serait décidé. Mais pour aujourd'hui, dans cette froide salle des visites, un père avait fait le premier pas vers la rédemption. Le tribunal de la famille semblait encore plus imposant en ce matin d'automne. Jean-Luc ajusta sa cravate pour la 10e fois, observant Émilie et Olivia dans le reflet de la fenêtre. Les jumelles étaient assises tranquillement sur un banc en bois, leurs mains entrelacées comme toujours, portant les robes bleues qu'elles avaient choisies spécialement pour ce jour. « Tous debout », annonça l'huissier. À la barre, l'honorable juge Margaret Dubois.
La juge Dubois ressemblait exactement aux photos que Jean-Luc avait étudiées. Une femme dans la soixantaine, les cheveux gris en un chignon serré, des yeux vifs derrière des lunettes à monture dorée. Sa réputation dans les affaires de garde était connue pour être approfondie, parfois impitoyable. Affaire numéro 2749-2025, commença-t-elle, sa voix claire remplissant la salle d'audience. Concernant la garde des mineurs, Émilie et Olivia Dubois. Je vois que nous avons une situation inhabituelle ici. Jean-Luc sentit les jumelles se rapprocher de lui. Depuis leur réveil ce matin-là, elles n'avaient pas quitté son côté de plus de quelques centimètres. La peur d'être séparées se lisait dans leurs yeux verts identiques, tout comme ceux de leur mère, sur les photos désormais incluses dans les preuves. Votre honneur, maître Richard Bennett, l'avocat de Jean-Luc, se leva. J'aimerais commencer par présenter les rapports de l'équipe multidisciplinaire qui travaille avec les filles. « Un instant !» l'interrompit la juge, ajustant ses lunettes. « D'abord, je veux entendre le père biologique, Monsieur Dubois. » Robert se leva de sa chaise, portant encore l'uniforme de détention. 2 semaines de sobriété avaient changé son apparence. Il était plus mince, plus concentré, ses yeux n'étaient plus obscurcis par l'alcool. Quand il parla, sa voix était rauque d'émotion. « Votre honneur, j'avais préparé un discours, j'ai passé toute la nuit à l'écrire, à essayer d'expliquer. Mais maintenant, en regardant mes filles, il marqua une pause, déglutissant difficilement tout ce à quoi je peux penser, c'est à quel point je leur ai fait du mal. » Un lourd silence tomba sur la salle d'audience. Les jumelles se penchèrent instinctivement plus près de Jean-Luc, qui posa ses mains protectrices sur leurs épaules. « J'étais un bon père avant, » continua Robert, les larmes coulant maintenant librement. « J'avais une famille heureuse, une femme merveilleuse. Quand Catherine est tombée malade, je me suis perdu. Boire semblait être la seule issue, mais ça ne m'a fait que m'enfoncer davantage, et j'ai entraîné mes filles avec moi. » La juge Dubois l'observa attentivement, son expression illisible. Robert sortit quelque chose de sa poche, les dessins que les jumelles lui avaient envoyés en prison. Elles se souviennent encore de ce papa, sa voix se brisa. Elles le dessinent encore, croient encore qu'il existe quelque part. Peut-être qu'il existe, mais pas maintenant, pas tel que je suis maintenant. Se tournant vers Jean-Luc, Robert poursuivit. Quand M. Moreau est apparu dans ce parc, je l'ai détesté. Je l'ai détesté parce qu'il pouvait donner à mes filles tout ce que je ne pouvais pas. Mais maintenant, il jeta un coup d'œil aux jumelles qui le regardaient avec un mélange de peur et d'espoir. Maintenant, je comprends que l'amour, ce n'est pas la possession. C'est vouloir ce qu'il y a de mieux pour elles. « Monsieur Dubois, l'interjeta doucement la juge, êtes-vous en train de dire que vous renoncez à la garde ? » « Je dis que je veux une chance de me racheter, » répondit Robert en essuyant ses larmes. « Pas en tant que leur tuteur, j'ai perdu ce droit quand j'ai choisi la bouteille plutôt que leur bien-être. Mais peut-être un jour, quand j'irai mieux, quand j'aurai prouvé que j'ai vraiment changé, peut-être que je pourrai faire à nouveau partie de leur vie. De la bonne manière, cette fois. » La juge Dubois griffonna quelques notes avant de se tourner vers Jean-Luc. Monsieur Moreau, un homme célibataire de 28 ans, un PDG milliardaire sans expérience préalable dans l'éducation des enfants. Pourquoi devrions-nous vous confier 2 filles traumatisées ? Jean-Luc sentit Émilie et Olivia se tendre à côté de lui. Il leur serra doucement les épaules pour les rassurer avant de se lever. « Votre honneur, au cours des 2 derniers mois, j'ai appris plus sur l'amour et la famille que dans toute ma vie jusqu'à présent, » commença-t-il, sa voix stable mais chaleureuse. « J'ai appris que la famille, ce n'est pas une question de lien du sang ou de documents légaux. C'est être présent, faire des choix difficiles pour le bien de quelqu'un d'autre, c'est un amour inconditionnel. » Il prit un dossier de sa mallette. « J'ai restructuré mon entreprise pour pouvoir travailler principalement de la maison. J'ai engagé les meilleurs professionnels pour aider les filles à se rétablir. J'ai réorganisé toute ma vie parce que, il regarda les jumelles, les larmes lui montant aux yeux. Elles sont devenues toute ma vie. » « Les filles ont-elles exprimé une préférence »
demanda la juge, bien que le lien entre eux fût apparent pour tout le monde dans la pièce. Émilie, Olivia, appela-t-elle doucement. Aimeriez-vous dire quelque chose? Les jumelles se levèrent lentement, se tenant toujours la main. Olivia, normalement la plus silencieuse, parla la première. « Oncle Jean-Luc, il fait qu'on n'a plus peur. Il nous lit des histoires tous les soirs, » ajouta Émilie, « et il ne se fâche pas quand on fait des cauchemars. Il laisse la lumière du couloir allumée, et il y a toujours de la nourriture dans le frigo, et il promet des choses, et il les fait. » Olivia hésita, jetant un coup d'œil à son père avant de continuer. « Et il a dit qu'un jour, quand papa ira mieux, on pourra le revoir. Si on veut. » La juge Dubois retira ses lunettes, les nettoyant méthodiquement pendant qu'elle traitait tout ce qu'elle avait entendu. Le silence dans la salle d'audience était palpable. « J'ai ici, dit-elle finalement, des rapports impressionnants de l'équipe thérapeutique. Les filles ont montré une amélioration significative en seulement 2 mois. Monsieur Moreau a démontré non seulement un engagement financier, mais aussi un investissement émotionnel. Et Monsieur Dubois, elle regarda Robert, a montré une volonté rare et courageuse de reconnaître ses limites. Remettant ses lunettes, elle continua. « En 15 ans de présidence de cas de garde, j'ai appris que parfois, les meilleures familles sont celles que nous choisissons de créer, pas nécessairement celles dans lesquelles nous naissons. » Jean-Luc sentit son cœur battre la chamade. Les jumelles lui serrèrent les mains plus fort. « Il est de la décision de ce tribunal, » prononça solennellement la juge Dubois, « d'accorder la garde permanente d'Émilie et Olivia Dubois à Monsieur Jean-Luc Moreau, avec le droit à une éventuelle adoption si vous le souhaitez tous à l'avenir. » Le soupir de soulagement collectif fut audible. Les jumelles se jetèrent immédiatement dans les bras de Jean-Luc, et il les serra fort, des larmes silencieuses coulant sur son visage. « Quant à Monsieur Dubois, poursuivit la juge, votre aveu et votre désir de changer sont louables. Le tribunal recommande fortement la poursuite de la réadaptation. Après 6 mois de sobriété vérifiée et de thérapie constante, nous pourrons revoir la possibilité de visites supervisées, si c'est ce que les filles souhaitent. » Robert hocha la tête, les larmes aux yeux également. « Merci, votre honneur. Je prouverai que je peux changer. » À la fin de la séance, Jean-Luc resta assis un instant, les jumelles toujours accrochées à lui. Émilie et Olivia, ces petites guerrières, avaient survécu à l'impossible et gardaient encore la capacité d'aimer et de faire confiance. « On rentre à la maison » demanda-t-il doucement. « Pour toujours » demanda Olivia, ses yeux verts brillant d'espoir. « Pour toujours » confirma Jean-Luc. Avant de partir, Robert s'approcha avec hésitation. « Monsieur Moreau, merci de prendre soin d'elles, de leur donner la chance que je n'ai pas pu leur donner. »« Prends soin de toi, Robert, » répondit doucement Jean-Luc. « Elles auront besoin de leur père un jour, le père que tu étais, que tu peux redevenir. » Les jumelles regardèrent leur père, un mélange d'émotions sur leur jeune visage. Robert n'essaya pas de se rapprocher, respectant leur espace et leur peur. « Je vous aime, » dit-il simplement, « et je promets que j'irai mieux. » Pour de vrai, cette fois. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les hautes fenêtres du palais de justice alors que Jean-Luc sortait avec ses filles, désormais officiellement ses filles. Émilie et Olivia, chacune tenant l'une de ses mains, confiantes d'avoir enfin trouvé leur place dans le monde. Et quelque part entre le passé qu'elles ne pouvaient pas changer et le futur qui s'ouvrait maintenant devant elles, 3 cœurs brisés commencèrent à guérir, formant une famille que le destin avait tissée dans les endroits les plus improbables, un après-midi d'automne quelconque, devant un parc d'attractions abandonné.